Mon père est mort et je dois vider son appartement. Dans le tiroir du salon, je retrouve une vieille cassette. Je la mets dans le caméscope et d'un coup, je suis projeté dans le passé. Je me revois, il y a 20 ans, dans ce même salon, avec mes parents, en train de souffler mes 4 bougies. En gros, une famille normale, quoi. Maintenant, c'est fini tout ça. Les funérailles se sont bien passées. Je suis soulagé. J'ai accompli mon devoir de bon fils. Mais il y a une pensée qui commence à m'obséder. J'ai encore du mal à me l'avouer, mais je dois bien me rendre à l'évidence. Je déteste mon père. Pourquoi est-ce que c'est si dur à dire ? Pourquoi il m'a fallu attendre presque 30 ans et la mort de mon père pour m'autoriser enfin à le haïr ? Hop. Merci. Enfant, je pense que j'en parlais pas du tout, sauf avec ma meilleure amie, à partir de 11 ans, où on pouvait se raconter tout. Marine. Et je pense que c'est la seule aussi qui comprenait ce que je racontais, peut-être parce que son père a été violent une fois. Et moi, mon objectif, c'était de partir le plus vite et le plus loin et le plus longtemps possible. Pendant toute mon enfance, moi aussi, j'ai profité de chaque instant où mon père n'était pas là. Quand il était au travail, ou quand moi j'étais en vacances. Je l'ai vu frapper ma mère, l'insulter. J'ai entendu les coups et les cris quand j'étais allongé sur mon lit dans le noir. Et pour ça, je lui en voulais terriblement. Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 1. Séparer le mari du père. Bonsoir à toutes et tous. Ça va ? Ça va, oui. Ça va très bien. Depuis 1 an, je participe à un groupe de parole pour enfants co-victimes de violences conjugales. Il est organisé par l'association Elles Imaginent à Paris et animé par 2 psychologues, Sonia Pinault et Alexia Bellu. On parle plus souvent d'enfants témoins de violences conjugales. Qu'est-ce que vous pensez du terme co-victime ? Moi, je trouve que justement le terme co-victime est hyper pertinent. Moi, c'est Luna. Et quand je l'ai découvert, vraiment, ça m'a fait... j'ai eu l'impression de vivre une révélation, quoi. Je pense qu'avant, sans forcément mettre les mots dessus, mais je me voyais plutôt comme témoin. Et je me disais, mais moi, c'est moins grave, etc. C'est pas comme ma mère, où là, c'était plus grave. Et du coup, je délégitimais presque ma souffrance, quoi. En fait, ça permet de s'approprier son histoire. Moi, c'est Adèle. Même depuis que je suis dans le groupe, j'ai encore beaucoup de mal à dire que c'est moi qui... Enfin, je dis toujours que c'est ma mère qui a vécu ça et que du coup, nous, on la soutient dans ce truc. J'oublie qu'on a aussi baigné dedans, ma sœur et moi, etc. Mais de poser le mot dessus, ça aide à prendre conscience que non, on n'est pas en fait extérieur à cette histoire, mais qu'au final, on a bien pris part à fond. Au fond, c'était un bon père. Un mari violent, mais un bon père. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il me disait tout le temps « je t'aime ».
Ils rapportaient l'argent à la maison. Les violences, c'était leurs histoires d'adultes finalement. Ça ne me concernait pas. Il faut séparer le mari du père. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis longtemps raconté. Je peux prendre l'excuse. Moi, je trouve que le terme de co-victime, il est beaucoup plus approprié. Moi, c'est Maya. Témoin, ça fait vraiment extérieur à ce qui se passe. Je suis moi, je suis co-victime, je suis pas la personne qui a subi directement les violences conjugales, mais j'ai subi les violences conjugales là, à ma façon. Même dans un truc lambda du quotidien, c'est-à-dire un constat de voiture, un témoin, faut pas qu'il soit dans la voiture, quoi, alors que co-victime, il est dans la voiture, c'est juste qu'il conduit pas. Et donc pour moi, ça a toute son importance, ce terme-là, quoi. Ouais, c'était vraiment un peu une révélation quand je rejoins ce que tu disais, Luna. Moi, c'est Thomas. Quand j'ai entendu ce mot, quand j'ai lu ce mot plutôt sur Internet, parce que c'était sur des sites Internet, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème. Un problème me concernant. Avant ça, je voyais bien qu'il y avait un problème concernant ma mère, évidemment. Mais c'est ça qui m'a permis de réaliser que j'avais été du coup concernée par le problème. Ouais, ce mot, il a été hyper important. Et aussi d'un point de vue pratique, c'est un mot qui m'a permis de chercher, de nommer, de chercher des associations, parce que sinon, il n'y a pas de mots-clés. Enfant témoin, ça ne renvoie pas à une nécessité de parole ou de thérapie ou autre, quoi. Même là, en me réécoutant, je réalise que j'utilise tout le temps des euphémismes. Le problème, ça. Pourquoi est-ce que j'ai tellement de mal à mettre les pieds dans le plat ? À admettre que oui, c'est grave. Les violences de mon père, elles m'ont touché moi aussi. Et donc, que c'était peut-être pas un si bon père que ça. Quelles sont les conséquences de cette exposition aux violences conjugales dans votre vie d'adulte aujourd'hui ? Pendant vraiment longtemps, et encore, ça perdure, hein, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'être au milieu d'un conflit ou de provoquer un conflit, encore pire. Parce que le fait d'entendre, par exemple, des personnes hausser le ton, surtout s'il s'agit d'hommes, c'est vraiment compliqué au niveau émotionnel parce que ça va avoir des conséquences somatiques immédiates, comme par exemple avoir le souffle coupé, se mettre en apnée, avoir tout à coup très, très chaud, en mode bouffée de chaleur, le corps raidi, etc. Avec la psychothérapie, ça m'a beaucoup aidé à gérer de plus en plus, on va dire, ce genre de situation. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu tendance à être dans l'évitement par rapport à ça. Merci. Attends, je me bouge. Moi, vraiment, la conséquence à laquelle je pense immédiatement, et c'est le gros chantier actuel, c'est pas prendre le risque de la contrariété. Je sens que je me suis construite sur un truc où je préfère que ce soit lisse parce que j'ai besoin d'avoir des forces pour autre chose. Et heureusement, je suis en train de créer des petites expériences positives où je vois que y a plein de fois où j'exprime un désaccord et où ça se passe très bien. Donc à chaque fois, c'est super agréable de l'expérimenter. Mais pour l'instant, je le teste vraiment quand je suis dans des conditions optimales et que je connais les gens depuis super longtemps, etc. Donc même si, je sais que les personnes que j'ai autour de moi aujourd'hui ne sont pas violentes, de ce que j'ai l'impression. Donc c'est pas la peur que ce soit exactement la même chose qui se produise, mais c'est comme si ça m'avait déjà tellement puisé d'énergie, ce niveau de colère-là que j'ai vécu, que la moindre expression d'une contrariété maintenant me coûte. Ça se traduit vraiment par une implosion, une mâchoire serrée constamment. Donc en fait, c'est de la survie constante, une hypervigilance qui crée un sentiment
de jamais être trop connecté à soi, mais plus connecté à l'autre pour être sûr. Enfin voilà, c'est un truc un peu comme ça. Moi, je me rends compte que je suis vraiment en train de me reconnecter à ce que je veux, ce que je veux pas, et ce que j'aime pas, quoi. Dès que je flaire le début d'un conflit, je passe en mode survie. Comme si c'était de la violence. Pourtant, en théorie, je connais bien la différence entre les deux. Ça dépend si on est tous les deux à égalité ou si c'est toujours le même qui domine. Ça dépend si on veut vraiment trouver une solution ou juste écraser l'autre. Mais je crois que mon cerveau, il a fusionné les deux. Je ressens le conflit comme de la violence. Alors, pour me protéger, j'évite de dire ce que je pense. Je sais pas s'il y a personne. Évidemment, je réfléchis à ce que je vais dire en t'écoutant, Adèle. Et la première chose, je voulais commencer par... Je veux pas faire ma drama queen, mais... Et c'est le pire, mais c'est l'histoire. Je pense que c'est une des conséquences de passer mon temps à m'excuser et à pas être sûre de ce que je ressens. Et en fait, je voulais m'excuser avant de dire que je pense que les conséquences, elles sont immenses. Et c'est hyper dur. Ma spécialité, c'est la fuite des conflits. Je suis terrorisée à l'idée du moindre conflit. Et dès qu'une personne élève le ton, c'est une catastrophe pour moi. Et ça va pas du tout en s'améliorant, pour le coup. On se blinde pas, comme on me l'a régulièrement demandé. À chaque fois, j'ai des conséquences somatiques. Il y a pas longtemps, mon dos, il s'est bloqué. Et puis, je viens de passer 2 semaines épuisée. Et pareil, ça fait pas très longtemps, j'allais dire que je me fais violence, que je me force à essayer de dire ce que je pense. Parce que je suis la reine de « Non, mais comme vous voulez. Ouais, on fait ce que vous voulez. Non, mais tout me va. » Non, tout me va pas, en fait. Des fois, j'ai un avis sur le sujet. J'ai un tic de langage. Je termine toutes mes phrases par « Enfin bon, bref ». C'est peut-être anecdotique, mais ça dit comment je me mets au second plan. Comme si ça ne valait pas le coup de dire ce que je pense, ce que je ressens. En réalité, c'est même pire que ça. C'est que je ne sais même pas vraiment ce que je ressens. Récemment, j'ai essayé de faire des ateliers d'écriture ou des choses où il y a un peu d'introspection, etc. Ça m'arrive vraiment très souvent de complètement sécher parce que je ressens vraiment cette sorte de déconnexion où on me dit réfléchissez à un souvenir d'une joie intense et en fait c'est hyper perturbant de ne pas trouver. Et au fond de moi, je sais qu'il y a plein de moments où j'ai ressenti de la joie intense, mais ça s'est complètement estompé, que ce soit il y a 1 an ou il y a 10 ans. Et du coup, je ressens pas du tout le fait que c'est dur pour moi de me replonger dans le passé, mais c'est plus que ça me semble impossible et que c'est un peu flippant. J'espère que c'était pas la dernière phrase du podcast. La première fois que je vais voir une psy, c'est après la mort de mon père. Elle me demande « Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ?» Et là, c'est le vide total. Je passe en revue toutes les émotions possibles dans ma tête. J'essaye de trouver la bonne réponse, de faire le bon élève. Mais en vrai, ce que je ressens, j'en sais trop rien. Puis je crois que c'est aussi le propre du traumatisme, de venir faire effraction, de venir faire rupture. Et du coup, ça entrave les liens aux autres, les liens à soi, à son corps, à son histoire, à sa mémoire. Et du coup, on peut se retrouver comme ça dans des vides, dans des moments de trou. Je trouve que c'est très propre aux conséquences psychotraumatiques des violences. En plus, j'ai trop envie du chocolat, mais j'ose pas faire du bruit. De vous écouter, ça m'a rappelé 2 conséquences importantes qui finalement sont liées. L'année dernière, j'étais à une soirée karaoké.
dans un café d'une amie. Et il y a un des voisins qui était très en colère parce qu'on faisait trop de bruit. Et il a débarqué dans le café sans prévenir, et il a hurlé, et il a pris les micros, et il est parti. Et moi, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai un trou de mémoire de plusieurs heures. Je dissocie complètement. Je disparais. C'était hyper dur, surtout pour l'amie qui m'accompagnait, parce qu'elle a pas... Elle m'a même conseillé d'aller à l'hôpital. Ça m'a envoyé très loin. Et du coup, ça m'a amené à la deuxième conséquence que j'ai comprise ici. C'est les trous de mémoire. Je me souviens de choses qui me sont arrivées précises, mais pas de ce qui arrivait à mon frère et à ma sœur, alors qu'ils ont vécu la même chose. Et puis des trous d'années, des trous de mois, un ami qui me dit « Ah, tu te souviens quand tu es venu te voir dans telle ville et tout ?» Rien. On peut avoir une discussion hyper importante, hyper émouvante, hyper sérieuse, surtout si on me raconte des choses violentes. Je suis très à l'écoute et honorée qu'on me fasse confiance. Par contre, je peux tout oublier, quoi. Le lendemain. Et c'est hyper dur. Et j'appelle ça maintenant mon Alzheimer à moi. Que j'essaye de... Enfin, au moins, je sais d'où ça vient. Ce qui est plus facile pour l'accepter et ce qui me permet maintenant de l'expliquer à mon entourage qui se vexe pas. C'est une conséquence qui est hyper dure et qui provoque une grande colère chez moi. Merci. Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Rien à voir avec mon père. Elle était malade. Enfin, peut-être que sa maladie était liée à sa dépression, qui était liée aux violences. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. En tout cas, mon père ne l'a pas tuée. Mais ça aurait pu. Et à chaque crise, c'est de ça que j'avais peur. C'était la première fois que je réhabitais avec un homme depuis que j'avais quitté le foyer de mon père. Je voulais ranger la vaisselle qui séchait, enfin les casseroles qui séchaient, et mon ex était dans le salon. Et en enlevant les casseroles, il y en a une ou deux qui tombent par terre, et là, énorme tachycardie de « je vais me faire défoncer ». Enfin, j'attendais à ce que dans la foulée, il y ait quelqu'un qui me gueule dessus. Du coup, j'ai vraiment senti physiquement, tout s'est effondré, ça a fait un gros boucan. Après, il est venu, il m'a dit « Pourquoi tu me réponds pas ?» Et en fait, j'avais même pas entendu qu'il m'avait dit « Est-ce que tout va bien ?» Ça se trouve, c'est juste physiquement, j'ai pas entendu parce qu'il y avait toutes les casseroles qui s'effondraient. Mais je lui ai dit « Ah non, j'ai pas du tout entendu. » Il a vu mon état de stress. Et ça a fait partie à la fois des choses qui m'ont dit « Putain, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas la même réaction déjà. » Et en même temps, de me dire « Putain, en fait, ça va pas si ça te fait encore ça. » Quand il y a trop de tension, ça fait sauter le disjoncteur. Sur le moment, c'est une bonne chose, ça évite l'incendie. Mais à long terme, c'est pas terrible. Si on ne règle pas le problème, on va rester dans le noir. Eh bien, quand le stress est trop fort, notre cerveau aussi, il disjoncte. Il nous coupe de nos émotions pour nous protéger. C'est la dissociation. C'est comme ça qu'à la longue, j'ai fini par être déconnecté de mes émotions. Et en plus, je me disais que ce que je ressentais, c'était pas vraiment important, puisque l'essentiel, c'était de protéger ma mère. C'est une inversion totale des rôles, qu'on appelle la parentification. Au lieu d'être protégé, c'est moi qui protège ma mère. J'aimerais bien rebondir sur ça. L'idée de protection, parce que du coup c'est un terme que je connaissais pas du tout. Au départ, j'étais vraiment dans l'idée de porter ma mère à bout de bras, c'est-à-dire moi je mettais le mot prendre soin, mais en fait le mot protection il va aussi très bien, il se cale bien en fait. Et jusqu'au moment où en fait ça épuise et du coup en fait on est obligé de faire le choix de se protéger. Pour le coup je me suis très éloignée, j'ai changé de continent, mais c'est ça qui m'a aidée en fait quand je suis revenue, j'étais réellement en position de soutenir, mais en sachant mettre une distance parce que du coup en étant baignée dedans, on peut pas mettre de distance, enfin en tout cas moi j'ai pas réussi. Et oui du coup
En tant qu'enfant co-victime, on est amené à protéger ses parents, qui n'est pas de base le rôle d'un enfant. Déjà, à partir de là, c'est pas normal. Je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez dit, notamment l'évitement des conflits. J'ai pas envie de contredire les gens par peur, je pense que, et notamment quand c'est des amis proches, comme tu disais, par peur qu'ils veulent plus être amis avec moi, simplement, je pense. Je pense que c'est ça que je me dis en fait, c'est que si jamais je dis pas ce qu'il faut, je vais être rejetée. Et d'un point de vue concret, effectivement, je supporte pas les cris, que ce soit un conflit ou juste des gens dans la rue ou même quand il y a un objet qui tombe ou quelque chose. Ouais, je pense que j'ai développé une phobie des bruits soudains ou des cris. Quand ça arrive, je me retrouve en apnée, comme tu disais. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard, en fait. Parce que justement, j'étais coupée des ressentis de mon corps pendant longtemps. Et je le suis toujours en partie, je pense. Et la dernière chose, c'est, je pense, des conséquences plus... par exemple, sur le fait d'avoir peur dans le noir. Pendant longtemps, j'ai eu ça. Et je l'ai encore toujours, un peu, quand je suis seule dans une pièce noire. Vraisemblablement, ça me ramène, quand j'étais enfant, dans la chambre où j'entendais les violences sans les voir. Puis la dernière conséquence, je pense que c'était le fait de me ronger la peau des doigts. Et ça, c'était depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ça a à peu près disparu, mais ça reste un baromètre pour moi de quand ça va pas, en fait. C'est presque pratique. Mais j'étais allée voir des dermatologues avec ma mère quand j'étais enfant. Voilà, évidemment, il n'y avait pas de cause dermatologique physique. Bon, revenons à ma question de départ. Pourquoi j'ai tant de mal à m'avouer que je déteste mon père ? Eh bien là, ça fait déjà un début d'explication. Je suis persuadée que mon ressenti ne compte pas, voire j'ai même pas accès à mes émotions. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un peu exagéré ? Comment juste le fait d'assister à des violences a pu avoir un tel impact sur moi ? Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Bellalfaoui. Prochain épisode, le calme avant la tempête.